Il est des hommes dont le destin se confond si intimement avec celui d'une nation que leur simple nom suffit à désigner une idée universelle, presque insaisissable, qui tient en un seul mot, la dignité. Pour comprendre l'immensité de la trajectoire de cet homme, il faut d'abord humer la terre rouge de l'Afrique du Sud, écouter le vent qui souffle sur les collines du Transkei, là où tout a commencé. C'est dans ce paysage de grands espaces et de traditions ancestrales, au sein du petit village de Mvezo, sur les rives de la rivière Mbash, que naît le 18 juillet 1918 un enfant nommé Rolihlahla Mandela. En langue xhosa, ce prénom porte en lui une prophétie facétieuse, celui qui secoue les branches des arbres, ou plus familièrement, celui qui crée des problèmes. L'histoire coloniale et l'administration rigide de l'école méthodiste lui imposeront plus tard un prénom britannique, Nelson, pour effacer la subtilité de ses origines et le plier aux exigences de l'Empire. Mais son peuple, lui, n'oubliera jamais ses racines et l'appellera toute sa vie de son nom de clan, affectueux et révérencieux, Madiba. L'Afrique du Sud de cette époque est un territoire profondément fracturé, une colonie britannique en pleine mutation où la minorité blanche installe méthodiquement les structures de sa domination politique et économique. Élevé après la mort de son père par le régent du peuple Tembu, le jeune Mandela grandit à la cour royale de Mkekezweni, au cœur des récits de résistance de ses ancêtres. Autour du feu de camp royal, il écoute de longues heures durant les anciens raconter les guerres de défense territoriale, la bravoure des guerriers xhosas face aux armées coloniales et l'injustice fondamentale d'un monde où l'homme noir est dépouillé de sa terre. Ces récits d'enfance ne le quitteront plus jamais. Ils forgent en lui une certitude inébranlable. Il n'est pas né pour être un sujet de seconde zone, mais pour restaurer l'honneur et la liberté des siens. Refusant un mariage arrangé par la cour et un destin tout tracé de conseiller royal, il décide de fuir sa province natale pour rejoindre la seule ville capable d'accueillir ses ambitions démesurées et sa soif d'émancipation, Johannesburg. Johannesburg, dans les années 1940, est une ruche humaine électrique, brutale et fascinante. C'est la cité de l'or, un Eldorado bâti exclusivement sur la sueur et le sang des mineurs noirs qui s'enfoncent chaque jour dans les entrailles de la terre pour enrichir une élite blanche bunkérisée. Le jeune provincial y découvre la ségrégation dans toute sa violence concrète, mais il y découvre aussi l'effervescence politique des mouvements de résistance. Il s'installe d'abord dans le township d'Alexandra, un bidonville surpeuplé, sans électricité ni eau courante, où la misère la plus crue côtoie une vitalité culturelle et politique extraordinaire. C'est là qu'il rencontre des esprits frères, des hommes qui vont changer le cours de sa vie, au premier rang desquels Walter Sisulu. Sisulu devine immédiatement le potentiel de ce jeune homme athlétique, charismatique, au port de tête royale et à l'intelligence vive. Il l'encourage à terminer ses études de droit à l'université de Witwatersrand, la seule université blanche de la région qui tolère alors quelques rares étudiants noirs sur ses bancs. Mandela y est confronté au racisme académique quotidien. Mais il y noue aussi ses premières amitiés cruciales avec des intellectuels blancs, indiens et métis qui partagent son refus absolu de l'injustice. En 1944, avec une poignée de jeunes intellectuels brillants, impatients et passionnés, parmi lesquels Oliver Tambo et Anton Lembede, Mandela fonde la Ligue de la jeunesse du Congrès national africain. La NC existe depuis 1912, mais l'organisation est alors jugée trop timide, trop conservatrice par cette nouvelle génération, se contentant d'envoyer des pétitions polies et des délégations respectueuses à un pouvoir blanc totalement sourd à leurs revendications. La jeune garde veut secouer l'arbre de l'indifférence. Ils imposent au sein du parti une vision beaucoup plus radicale, basée sur l'action de masse, les grèves générales, le boycott et la désobéissance civile pacifique. Quelques années plus tard, en 1948, le pire scénario politique se réalise. Le Parti national, une coalition de nationalistes afrikaners radicaux, remporte les élections générales,
réservée aux Blancs et institutionnalise l'apartheid. Ce mot Afrikaans, qui signifie littéralement séparation, devient le nom officiel d'un système totalitaire et bureaucratique unique au monde, visant à diviser méthodiquement la population entière selon des critères raciaux stricts et absurdes. Tout est désormais compartimenté par la loi. Les quartiers d'habitation, les écoles, les bus, les hôpitaux, les plages et même les bancs publics. L'homme noir devient juridiquement un étranger sur sa propre terre, un simple outil de travail corvéable, à merci, privé de droits politiques et soumis au système infamant du pass, un laissez-passer obligatoire sans lequel il est immédiatement jeté en prison. Face à cette monstruosité juridique et morale, Mandela et son fidèle ami Oliver Tambo décident d'ouvrir en 1952 le premier cabinet d'avocats noirs du pays en plein centre de Johannesburg. Chaque jour, une foule compacte d'exclus, de opprimés et de laissés pour compte se presse dans leur modeste salle d'attente. Mandela défend sans relâche les ouvriers exploités, les familles chassées de leurs maisons par les lois de ségrégation spatiale, les hommes arrêtés pour un simple laissez-passer, oublié sur une table. Le tribunal devient sa première véritable arène politique. En costume 3 pièces, avec une éloquence impitoyable et une prestance physique remarquable, il retourne le droit des Blancs contre les Blancs eux-mêmes, humiliant régulièrement des policiers racistes à la barre des témoins. C'est l'époque de la grande campagne de défiance, une vaste entreprise de désobéissance civile non violente inspirée des méthodes de résistance de Gandhi en Inde. Mandela est sur tous les fronts. Il organise les défilés de protestation, brave les couvre-feux, entre délibérément dans les espaces réservés aux Blancs pour saturer le système carcéral. Le pouvoir l'arrête à de nombreuses reprises, lui interdit de parler en public et tente par tous les moyens de briser sa carrière d'avocat. Mais rien n'y fait. Sa silhouette imposante et son courage physique en font déjà une figure légendaire dans tous les townships du pays. Le grand tournant de sa vie et celui de toute l'histoire sud-africaine survient le 21 mars 1960. Dans le township de Sharpeville, la police ouvre le feu de manière aveugle sur une manifestation pacifique de Noirs qui protestaient contre la loi sur les laissez-passer. Le bilan est effroyable et suscite une indignation internationale. 69 morts, la plupart touchés dans le dos alors qu'ils tentaient de fuir les balles, et des centaines de blessés graves, parmi lesquels de nombreuses femmes et des enfants. Le choc psychologique est immense pour le mouvement de libération. L'Afrique du Sud bascule instantanément dans l'état d'urgence le plus strict, et l'ANC est officiellement bannie par le pouvoir, jetée dans l'illégalité la plus totale. Pour Nelson Mandela, c'est la fin définitive des illusions réformistes. La non-violence vient de trouver sa limite sanglante face à un régime militarisé qui ne recule devant aucun massacre pour maintenir sa suprématie. Il écrit alors des lignes historiques, constatant que lorsque le gouvernement utilise la force nue pour maintenir sa domination, le peuple n'a d'autre choix que de répondre par la force et d'organiser la légitime défense. Nelson Mandela prend alors la décision de rompre avec sa vie publique et d'entrer pleinement dans la clandestinité. L'avocat en costume s'efface pour laisser la place aux chefs de guerre et aux stratèges militaires. Il fonde et prend la direction opérationnelle d'Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, qui devient la branche armée officielle de l'ANC. Il quitte secrètement le pays par des voies détournées, voyage à travers l'Afrique et l'Europe, rencontre des chefs d'État progressistes, s'entraîne personnellement au maniement des armes et aux techniques de guérilla dans les camps du Maroc et d'Éthiopie. De retour clandestinement en Afrique du Sud, il devient le fugitif le plus recherché de tout le continent africain. La presse, fascinée par sa capacité à échapper aux mailles du filet policier, le baptise le Pimpernel noir, en référence au héros insaisissable de la littérature. Il change de cachette chaque semaine, se déguise en chauffeur de maître, en garçon de cour, en ouvrier agricole, narguant une police politique exaspérée et humiliée par ses apparitions surprises. C'est une période de tension psychologique extrême, mais aussi de ferveur créative. La lance de la nation commence à organiser des sabotages ciblés d'infrastructures publiques, d'usines électriques et de voies ferrées, en prenant toujours soin d'éviter les pertes humaines,
car Mandela se refuse catégoriquement à franchir le pas du terrorisme aveugle contre les civils. La traque policière prend fin le 5 août 1962, sur une route sinueuse, près de la localité de Howick. Grâce à un renseignement précis fourni par des services secrets étrangers qui voyaient en lui un dangereux agitateur communiste en pleine période de guerre froide, la police intercepte la voiture de Mandela. Cette fois, les menottes de l'apartheid se referment définitivement sur ses poignets. 2 ans plus tard, après la découverte fortuite par la police de la cachette secrète de l'état-major de l'ANC à la ferme de Lilliesleaf, il se retrouve dans le box des accusés du célèbre procès de Rivonia, aux côtés de ses plus fidèles compagnons de lutte. L'accusation portée par l'État est claire et implacable. Haute trahison, sabotage et complot militaire visant à renverser la République par la violence. La peine de mort par pendaison semble inévitable pour l'ensemble des accusés. C'est à ce moment précis, face à l'échafaud, que Mandela va accomplir un acte de courage politique fondateur qui va changer sa condamnation en victoire morale. Au lieu de plaider coupable ou de réclamer la clémence de ses bourreaux, il décide de transformer le tribunal en une tribune politique mondiale. Le 20 avril 1964, il prend la parole pour sa défense. Pendant plus de 4 heures, dans un silence de cathédrale, il démonte méthodiquement les mécanismes oppressifs de l'apartheid et assume pleinement, la tête haute, son combat pour la liberté et l'égalité. Il conclut son plaidoyer historique par une profession de foi qui va entrer instantanément dans l'histoire universelle. J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et qu'implacablement je souhaite réaliser. Mais si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. La pression internationale immense et la puissance rhétorique du discours font reculer les juges du régime. La peine de mort est écartée à la dernière minute, mais la sentence reste d'une cruauté absolue. La prison à perpétuité, sans aucune possibilité de remise de peine. Nelson Mandela est alors transféré au secret le plus absolu vers Robben Island, un îlot rocheux d'à peine quelques kilomètres carrés, posé comme un verrou au large de Le Cap, au milieu des eaux glaciales et infesté de requins de l'océan Atlantique. L'île possède une longue et sinistre histoire de souffrance humaine. Elle a tour à tour servi de léproserie, d'asile psychiatrique et de prison militaire au cours des siècles passés. C'est dans cet enfer insulaire que le régime d'apartheid décide d'enterrer vivants les leaders de la résistance noire, avec l'espoir secret que le temps, l'isolement total et l'oubli progressif du monde extérieur briseront définitivement leur esprit et leur corps. Pour Nelson Mandela, le matricule 466/64 remplace désormais son identité d'homme libre. Sa cellule est une pièce de béton brut de 2 mètres sur 2, froide et nue. Lorsqu'il s'allonge le soir sur son mince tapis de sol en feutre, posé directement sur le ciment, ses pieds touchent presque le mur opposé. La lumière artificielle de la cellule reste allumée, en permanence, jour et nuit, perturbant gravement son sommeil et détruisant sa notion du temps. Le froid de l'hiver austral pénètre sans obstacle à travers la haute fenêtre à barreaux, et l'humidité permanente de l'océan ronge les articulations des détenus. La routine quotidienne imposée par les geôliers est scientifiquement conçue pour détruire la dignité humaine et briser toute velléité de résistance psychologique. Réveillés à l'aube par les sifflets agressifs et les cris des gardiens, les prisonniers doivent vider leur seau hygiénique dans la cour commune avant de recevoir une nourriture à peine tolérable pour un être humain. Mais le régime pousse la perversion raciste jusque dans la gamelle des détenus, en mettant en place une ségrégation nutritionnelle officielle. Les prisonniers noirs reçoivent des rations de nourriture nettement inférieures en calories et en qualité à celles des prisonniers métis ou indiens. Mandela passera des années entières à mener de longues grèves de la faim
et des batailles juridiques administratives pointilleuses pour que chaque détenu, quelle que soit sa couleur de peau, reçoive exactement la même nourriture. À 7 heures du matin, les portes lourdes de la section de haute sécurité s'ouvraient sur la sinistre carrière de Chaux-de-Lille. Pendant des heures interminables, sous un soleil d'été de plomb ou dans le vent glacial de l'hiver, Mandela et ses camarades devaient manier le pic, la pelle et la masse pour casser la roche blanche. La réverbération de la lumière du soleil sur la chaux pure était aveuglante, et une poussière fine et corrosive s'infiltrait en permanence dans les poumons et attaquait les yeux des travailleurs forcés. Les gardiens refusèrent de leur fournir des lunettes de protection, malgré les demandes répétées des médecins. Ce calvaire visuel quotidien laissera des séquelles physiologiques irréversibles. Les yeux de Mandela seront gravement endommagés, au point que ses canaux lacrymaux s'assécheront à jamais. L'homme qui allait porter les larmes et les souffrances de tout un peuple ne pouvait plus verser de larmes physiques. Ses yeux étaient définitivement asséchés par la pierre de Robben Island. Pourtant, au lieu de se soumettre à cette entreprise de démolition, Mandela prend la décision stratégique de transformer cette prison de haute sécurité en une véritable université politique et intellectuelle. Il comprend très vite que leur survie collective dépend de leur discipline mentale, de leur rigueur intellectuelle et de la cohésion absolue du groupe des détenus. Sous son impulsion directe, la carrière de Chaux se métamorphose en ce que les prisonniers appelleront plus tard l'université de Robben Island. Pendant que les gardiens les croient occupés à casser bêtement des pierres, les prisonniers politiques s'organisent en secret. Les plus instruits du groupe donnent des cours d'histoire africaine, d'économie politique, de philosophie et de littérature internationale aux plus jeunes militants qui viennent d'arriver sur l'île. Mandela pousse chacun de ses camarades à étudier le droit, les langues et à passer des diplômes universitaires par correspondance. Lui-même donne l'exemple au quotidien. Il se met à apprendre l'afrikaans, la langue exclusive de ses oppresseurs, et étudie en profondeur l'histoire des Afrikaners, leurs poèmes, leurs victoires militaires passées et leurs propres traumatismes historiques face à l'Empire britannique lors de la guerre des Boers. Ses camarades de la NC s'en étonnent, s'en agacent parfois, y voyant une forme de compromission. Mais la vision politique de Mandela s'inscrit dans le long terme. Il sait avec certitude qu'on ne peut vaincre durablement ou négocier efficacement avec un ennemi sans comprendre intimement sa psychologie, sa culture, ses mythes fondateurs et ses peurs existentielles profondes. C'est dans ce contexte de résistance intellectuelle permanente que mûrit, au cours de l'année 1974, le projet fou et hautement clandestin d'écrire son autobiographie. Ses compagnons de cellule, les plus proches, menés par Walter Sisulu, estiment qu'il est d'une importance capitale pour l'avenir de la lutte de documenter le parcours idéologique et personnel de Mandela avant que le temps, la maladie ou un accident de prison ne l'efface de la mémoire collective. L'entreprise est d'un danger extrême, car la découverte d'un tel document par l'administration pénitentiaire signifierait immédiatement des années d'isolement cellulaire total pour Mandela et la destruction instantanée du manuscrit. L'écriture se déroule exclusivement la nuit, dans la solitude et le silence de sa cellule, entre 22h et 1h du matin, à l'insu des rondes des gardiens. À l'aide d'une écriture minuscule, presque codée, afin d'économiser chaque millimètre de papier, Mandela rédige des centaines de pages sur des feuilles initialement fournies par l'administration pour ses devoirs d'étudiant en droit. Chaque matin, les feuillets écrits la veille sont confiés discrètement à Ahmed Kathrada et Walter Sisulu. Lors des rares moments de répit à la carrière de Chaux, dissimulés derrière les grands blocs de pierre pour échapper au regard des miradors, ils relisent attentivement le texte, corrigent les dates erronées et apportent des précisions historiques précieuses. Mac Maharaj et Lalou Shiba jouent ensuite le rôle de copistes de l'extrême. Ils retranscrivent l'intégralité du texte de Mandela sur du papier calque ultra fin, réduisant le volume final du manuscrit à la taille d'un simple paquet de cigarettes. Les manuscrits originaux de Mandela
sont ensuite emballés dans plusieurs couches de plastique étanches et enterrés profondément dans le petit potager de la cour que Mandela a obtenu le droit de cultiver après des années de réclamation. Mais l'histoire de la prison connaît un coup de théâtre dramatique. L'administration pénitentiaire décide soudainement de construire un muret de séparation à l'endroit exact du potager. En creusant les fondations, les gardiens découvrent les pages originales enfouies. Mandela est lourdement sanctionné. Ses privilèges d'études lui sont retirés pour de longs mois. Mais les autorités ignorent une chose fondamentale. La version microscopique sur papier calque a déjà été exfiltrée secrètement de l'île par Mac Maharaj lors de sa libération, cachée dans la reliure rigide de cahiers d'études. Le manifeste politique est sauvé, caché en Europe, prêt à témoigner devant l'opinion publique mondiale. Pendant ces longues décennies de captivité, la souffrance intime et psychologique de Nelson Mandela est immense, presque indicible. Il est presque totalement privé de nouvelles fiables du monde extérieur et de l'évolution de la lutte. Les journaux d'actualité sont strictement interdits sur l'île. Les lettres de sa femme, Winnie Mandela, et de ses enfants ne lui parviennent qu'au compte-gouttes, lourdement caviardés par les ciseaux de la censure administrative qui coupent régulièrement des phrases entières, des paragraphes complets, ne laissant parfois qu'un tissu de papier troué et incompréhensible. Les visites familiales sont limitées à une seule personne tous les 6 mois, derrière une vitre épaisse, sans aucun contact physique possible, sous la surveillance étroite de plusieurs gardiens armés prêts à couper l'interphone au moindre mot à connotation politique. La tragédie familiale frappe Mandela à 2 reprises au cœur de sa détention. Sa mère meurt de maladie, puis son fils aîné Thembi se tue tragiquement dans un accident de voiture. À chaque fois, Mandela supplie par écrit l'administration pénitentiaire de lui accorder une permission de sortie de quelques heures, sous escorte, s'il le faut, pour assister aux funérailles et pleurer les siens selon les traditions de son peuple. À chaque fois, le refus de l'État blanc est sec, froid et sans aucun appel. C'est dans ces moments de solitude absolue et de douleur indicible que se forge la véritable armature morale de son caractère. Il refuse catégoriquement de laisser la haine personnelle ou le désir de vengeance obscurcir son jugement politique. Il dira plus tard à ses codétenus que la haine est comme boire du poison chaque jour, en espérant que cela tue vos ennemis à votre place. Sa plus éclatante victoire à Robben Island se joue paradoxalement dans sa relation quotidienne avec ses propres geôliers. Mandela refuse systématiquement de se comporter en inférieur ou en victime face à l'uniforme. Lorsqu'un commandant de prison ou un inspecteur ministériel entre dans sa cellule et lui ordonne rudement de se lever, Mandela le salue toujours avec la dignité et la courtoisie d'un chef d'État, en exil, recevant un diplomate. Il s'adresse aux gardiens ordinaires avec un respect constant, les appelant par leur nom de famille, s'enquérant régulièrement de leur santé, de celle de leurs épouses et de l'éducation de leurs enfants. Le cas du jeune gardien Christo Brand est à cet égard emblématique de sa méthode. Arrivé sur l'île à l'âge de 19 ans à peine, nourri depuis l'enfance des pires préjugés racistes de la propagande officielle de l'apartheid, Brand s'attend à surveiller des terroristes sanguinaires et des monstres inhumains. Il trouve à la place un homme mûr, d'une droiture absolue, d'une culture immense et d'une politesse qui le bouleverse profondément. Un jour, Winnie Mandela parvient à obtenir l'autorisation d'une visite après des mois d'interdiction arbitraire. Elle a fait le voyage long et éprouvant depuis Johannesburg jusqu'à l'île en transportant clandestinement leur petite fille, un bébé de quelques mois à peine. Mais le règlement de la prison est inflexible et inhumain. Les enfants sont strictement interdits dans l'enceinte des parloirs. Mandela aperçoit sa femme à travers la vitre sale et devine le bébé caché dans un couffin posé au loin dans le couloir. Ses yeux se remplissent d'une immense tristesse. Christo Brand, touché au plus profond de son humanité par la détresse silencieuse de ce vieil homme qui pourrait être son grand-père, décide de désobéir sciemment aux ordres les plus stricts de sa hiérarchie militaire. Profitant d'un bref moment où les caméras de surveillance ne peuvent pas cadrer l'arrière-boutique du parloir, il prend délicatement le bébé des bras de Winnie, l'amène discrètement dans la pièce de contrôle
et le dépose doucement dans les bras ouverts de Mandela. Pour la première fois depuis des décennies, le prisonnier politique peut serrer contre son cœur un membre de sa descendance. Dans ce geste clandestin et profondément humain, l'apartheid venait de perdre sa bataille la plus cruciale. La déshumanisation programmée de l'homme noir avait échoué lamentablement face à l'éveil de la conscience d'un jeune garde blanc. Christo Brand restera l'ami fidèle et respectueux de Mandela jusqu'à son dernier souffle, prouvant que la prison avait transformé non pas le prisonnier en esclave, mais le geôlier en homme libre. À la fin des années 1980, le vent de l'histoire moderne commence enfin à tourner de manière irréversible. Le régime de l'apartheid est à bout de souffle, asphyxié sur le plan économique et moral. L'Afrique du Sud est totalement isolée sur la scène internationale, bannie des Jeux olympiques, soumise à un embargo économique, financier et culturel de plus en plus lourd et pénalisant pour la bourgeoisie blanche. Dans les immenses townships du pays, une nouvelle génération de militants politiques et syndicaux, profondément inspirés par le mouvement de la conscience noire du martyr Steve Biko, a repris le flambeau de la révolte ouverte. Les grèves de masse et les insurrections urbaines se multiplient, rendant le pays totalement ingouvernable pour l'armée. C'est alors que le pouvoir blanc comprend qu'il ne pourra pas s'en sortir par la seule répression militaire et qu'il faut ouvrir des canaux de discussion. En 1982, Mandela est discrètement transféré de Robben Island à la prison de Pollsmoor, dans la banlieue de Le Cap, puis, en 1988, il est placé en résidence surveillée confortable dans une maison de gardien au sein de la prison de Victor Verster. Les autorités politiques tentent de sonder l'état d'esprit de l'homme. Des ministres de la Justice, des émissaires secrets des services de renseignement défilent régulièrement dans son salon de cohabitation. On lui propose officiellement la liberté à plusieurs reprises, mais toujours à une condition non négociable pour le régime, qu'il renonce publiquement à la lutte armée de l'ANC et condamne fermement les violences des militants de la rue. La réponse de Nelson Mandela est d'une clarté de cristal et d'une fermeté inébranlable. Quelle liberté m'offre-t-on vraiment, alors que l'organisation politique du peuple demeure bannie et traquée? Seuls les hommes libres peuvent négocier des traités de paix. Un prisonnier ne peut pas signer de contrat valable. Le grand dénouement historique s'accélère brutalement avec l'arrivée au pouvoir du président Frédéric de Klerk en 1989. Homme politique réaliste et pragmatique, issu du sérail nationaliste afrikaner, de Klerk comprend avec lucidité que la survie physique et économique de sa communauté passe par une rupture historique radicale avec le passé ségrégatif. Le 2 février 1990, lors d'un discours historique devant un parlement blanc stupéfait, il annonce officiellement la légalisation immédiate de l'ANC, du Parti communiste sud-africain et de tous les partis politiques d'opposition, ainsi que la libération prochaine, inconditionnelle et définitive de Nelson Mandela. Le 11 février 1990 reste une date gravée à jamais dans la mémoire collective de l'humanité entière. Une foule immense, en délire et en larmes, s'est massée depuis l'aube devant les grilles, en fer, de la prison Victor Verster. Les caméras de télévision du monde entier transmettent l'événement en direct à des centaines de millions de téléspectateurs suspendus à cet instant. À 16h15, la silhouette familière de Nelson Mandela apparaît enfin au bout de l'allée. Il a désormais 71 ans. Ses cheveux ont entièrement blanchi sous les verrous, mais sa démarche est restée droite, altière, impériale. Il marche lentement, main dans la main, avec son épouse, Winnie. Soudain, d'un geste instinctif, il lève le poing droit vers le ciel, le poing levé du salut traditionnel de l'ANC, et un sourire d'une jeunesse éternelle illumine son visage ridé. Pour la première fois, depuis 27 ans, 6 mois et 6 jours, l'homme marche sur le sol sacré de la liberté retrouvée. C'est un moment d'une charge émotionnelle inouïe. Ce n'est pas seulement un vieux prisonnier qui sort enfin de sa geôle, c'est tout un peuple opprimé qui ressent, à travers son corps et son sourire, la fin symbolique d'un siècle d'humiliation raciale. Quelques heures plus tard,
Depuis le balcon en pierre de l'hôtel de ville de Le Cap, devant une mer humaine indomptable et électrique qui s'étend à perte de vue, il prononce ses premiers mots d'homme libre. Sa voix est un peu enrouée par l'émotion et la fatigue. Il doit emprunter les lunettes de vue de sa femme, car il a oublié les siennes dans la précipitation du départ. Mais son message politique est d'une fermeté absolue. Il salue chaleureusement le peuple au nom de la paix, de la justice et de la démocratie, tout en rappelant avec réalisme que les facteurs structurels qui avaient rendu nécessaire la lutte armée de son peuple existent toujours, et qu'il faut rester mobilisé et vigilant jusqu'à l'obtention du suffrage universel. La période politique qui s'ouvre alors est sans aucun doute la plus périlleuse, la plus sanglante et la plus complexe de toute l'histoire moderne de l'Afrique du Sud. La libération physique de Mandela n'efface pas d'un coup de baguette magique les haines interethniques et les rancœurs accumulées pendant des décennies de violences d'État. L'Afrique du Sud se transforme en un véritable baril de poudre prêt à exploser à la moindre étincelle. Des groupuscules paramilitaires d'extrême droite blanche, lourdement armés et fanatisés, jurent publiquement de se battre jusqu'à la mort pour maintenir leur suprématie et créer un État blanc indépendant. Parallèlement, des affrontements intercommunautaires d'une violence inouïe éclatent chaque jour dans la province du Natal et dans les townships de Johannesburg entre les partisans de l'Atchintse et ceux de l'Inkatha Freedom Party, un parti conservateur à majorité zoulou, lourdement armé et téléguidé en sous-main par les services secrets et la police du régime blanc pour saboter le processus de transition démocratique. Le pays compte ses morts, par milliers chaque mois. Les trains de banlieue deviennent le théâtre de massacres aveugles à la machette et à l'arme automatique. Nelson Mandela se retrouve alors dans la position extrêmement difficile d'un funambule au-dessus du chaos social. Il doit quotidiennement calmer l'impatience légitime et brûlante de la jeunesse noire des bidonvilles qui exige des changements économiques immédiats, tout en s'efforçant de rassurer la minorité blanche terrorisée par la perspective d'un grand soir révolutionnaire et d'un massacre de masse. Les négociations constitutionnelles officielles de la CODESA s'ouvrent au centre de congrès de Johannesburg dans une ambiance de méfiance réciproque et de tension extrême. Le face-à-face politique entre Mandela et le président de Klerk est d'une dureté implacable. De Klerk, habile tacticien du droit, tente par tous les moyens d'obtenir des garanties constitutionnelles permanentes pour préserver le pouvoir économique exclusif de la minorité blanche et instaurer un système de partage du pouvoir gouvernemental, par rotation, qui paralyserait toute réforme agraire ou sociale majeure de l'ANC. Mandela refuse catégoriquement toute concession qui violerait le principe fondamental et non négociable de la démocratie moderne. Un homme, une voix. Les relations personnelles entre les deux dirigeants se détériorent rapidement au point que Mandela insulte publiquement de Klerk lors d'une session plénière télévisée, lui reprochant avec une colère froide son incapacité ou son refus délibéré d'arrêter les violences des escadrons de la mort dans les townships. C'est une véritable partie d'échecs géopolitiques où le plateau de jeu menace d'imploser à chaque coup des joueurs. Le sommet absolu de cette crise historique survient le 10 avril 1993. Chris Hani, le leader charismatique du Parti communiste sud-africain, ancien chef d'état-major de la branche armée, adoré de la jeunesse radicale des townships et successeur potentiel de Mandela, est lâchement assassiné de plusieurs balles dans la tête devant sa maison de banlieue par un extrémiste blanc d'origine polonaise agissant en complicité étroite avec un membre influent du Parti conservateur blanc. La nouvelle de sa mort se répand comme une traînée de poudre à travers tout le pays. L'Afrique du Sud s'arrête instantanément de respirer. C'est l'étincelle que tous les observateurs redoutaient depuis des années. Dans tous les townships, la colère populaire explose avec une violence inouïe. Les premières émeutes commencent à incendier les bâtiments publics. Les jeunes militants réclament à grands cris des armes de guerre à l'état-major de l'ANC pour marcher sur les quartiers résidentiels blancs et venger leur leader. Le gouvernement officiel de Klerk perd totalement le contrôle de la situation sécuritaire. Ses ministres sont paralysés par la peur et incapables de trouver les mots nécessaires pour apaiser la population noire en colère.
C'est à ce moment précis, alors que le pays bascule dans l'abîme de la guerre civile, que se produit un basculement de pouvoir totalement inédit dans les annales politiques. Nelson Mandela, qui n'est pourtant qu'un simple citoyen sans aucune fonction officielle au sein de l'appareil d'État, prend l'initiative historique de s'adresser directement à la nation entière lors d'un discours télévisé d'urgence sur la chaîne publique nationale. Son intervention ce soir-là est un chef-d'œuvre absolu de courage politique, de maîtrise de soi et d'autorité morale supérieure. Le visage fermé, grave, fixant l'objectif de la caméra avec une intensité extraordinaire. Il parle non pas comme le chef d'un parti politique en campagne, mais comme le véritable dirigeant légitime et le père de la nation fracturée. Il prononce ces mots décisifs qui vont sauver la paix. Ce soir, je m'adresse à chaque Sud-Africain, noir et blanc, du plus profond de mon être. Un homme blanc, plein de préjugés, de haine et de colère, est venu dans notre pays et a accompli un acte si ignoble que notre nation entière vacille aujourd'hui au bord du précipice de la destruction. Mais une femme blanche, d'origine afrikaner, a risqué sa propre vie pour noter la plaque d'immatriculation et permettre l'arrestation rapide de l'assassin. Cet assassinat tragique doit être un appel solennel à tous les Sud-Africains à s'unir d'urgence contre ceux qui, des deux côtés, veulent détruire ce pourquoi Chris Hani a donné sa vie. Une Afrique du Sud libre, juste et en paix pour tous ses enfants. Ce discours magistral et salvateur éteint l'incendie social à la minute même. En opposant courageusement le geste citoyen de la voisine afrikaner à l'acte haineux du tueur raciste, il brise net la logique infernale de la guerre raciale. Ce soir-là, la légitimité réelle du pouvoir d'État a définitivement changé de camp. De Klerk n'est plus aux yeux du monde que le gestionnaire d'un appareil administratif en ruine, tandis que Nelson Mandela s'impose de facto comme le seul garant de l'unité et du salut national. Quelques mois plus tard, en reconnaissance de leur capacité commune à négocier au-dessus du gouffre et à éviter le bain de sang redouté, les deux hommes reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix à Oslo, même si leur relation personnelle reste marquée jusqu'au bout par une distance glaciale et professionnelle. Le 27 avril 1994, l'Afrique du Sud vit enfin son premier jour de lumière et de justice historique. Ce sont les premières élections générales, multiraciales, libres et démocratiques de toute l'histoire du continent sud-africain. Les images de cette journée font le tour du monde et bouleversent les consciences. Des files d'attente interminables, calmes et colorées, serpentant sur des kilomètres à travers les collines vertes du Natal, les poussières des townships du Cap et les avenues huppées des banlieues blanches de Johannesburg. Pour la première fois de l'histoire, des millions de Noirs, de Blancs, de Métis et d'Indiens attendent patiemment côte à côte, sous le même soleil, pour glisser un simple bulletin de vote dans l'urne en plastique. Des vieillards infirmes se font porter à dos d'hommes pour pouvoir voter une fois, une seule fois, dans leur longue existence d'humiliation avant de s'éteindre. Mandela vote dans sa province natale. Un moment de plénitude absolue pour celui qui a consacré sa jeunesse et sa liberté à ce simple geste civique élémentaire. Sans aucune surprise, l'ANC remporte une victoire écrasante et historique dans les urnes. Le 10 mai 1994, lors d'une cérémonie d'investiture grandiose et solennelle aux Union Buildings de Pretoria, le cœur de pierre du pouvoir afrikaner d'autrefois, Nelson Mandela prête serment sur la Constitution et devient officiellement le premier président noir de la République d'Afrique du Sud. Devant un parterre exceptionnel de chefs d'État et de diplomates venus du monde entier pour célébrer ce miracle politique, sous le survol symbolique d'avions de chasse de l'armée de l'air qui arborent désormais fièrement les couleurs du tout nouveau drapeau national arc-en-ciel, il prononce un discours d'investiture magistrale, résolument tourné vers l'avenir et le pardon. Plus jamais ce magnifique pays ne connaîtra l'oppression des uns par les autres, ni ne subira l'humiliation d'être la bête noire et le paria du monde entier. Que la liberté règne désormais sur notre terre. À la tête de l'État, Nelson Mandela invente une méthode de gouvernement unique
dans les annales de l'histoire universelle, basée sur le concept du pardon thérapeutique et de la réconciliation nationale active. Il sait avec pertinence que la reconstruction économique et la stabilité sociale du pays ne pourront jamais se faire si la minorité blanche, qui détient encore la quasi-totalité des capitaux financiers et des compétences techniques indispensables, fuit le pays en masse par peur des représailles. Il multiplie alors les gestes de paix et d'apaisement d'une audace politique inouïe qui déstabilise ses propres partisans. Il invite officiellement à déjeuner dans sa résidence présidentielle le procureur en chef du procès de Rivonia, qui avait réclamé, avec insistance, sa pendaison 30 ans plus tôt. Il se déplace en personne, malgré son grand âge, dans l'enclave ultranationaliste blanche d'Orania, en plein désert, pour boire tranquillement le thé avec la veuve de Hendrik Verwoerd, le principal architecte idéologique et juridique du système de l'apartheid. À chaque occasion, sa démarche philosophique reste la même, désarmer l'adversaire d'hier par une générosité morale supérieure et une absence totale de rancœur personnelle qui laisse ses interlocuteurs les plus hostiles sans voix et face à leurs propres contradictions. L'incarnation la plus célèbre et la plus universelle de cette stratégie politique de l'empathie se joue au cours de l'été 1995, à l'occasion de la Coupe du monde de rugby organisée par l'Afrique du Sud. Dans le pays, le rugby n'est pas un simple sport de ballon. C'est la religion la plus sacrée de l'homme blanc afrikaner, le symbole le plus détesté de la domination physique, raciste et masculine du régime déchu. Les Noirs boycottent systématiquement l'équipe nationale, les Springboks, dont ils exècrent l'emblème, et préfèrent de loin soutenir l'équipe adverse, quelle qu'elle soit, pour humilier leurs anciens oppresseurs dans les tribunes. La grande majorité des dirigeants politiques de l'ANC réclament d'ailleurs avec force le changement immédiat du nom, du symbole de l'antilope et des couleurs traditionnelles de l'équipe pour effacer définitivement cette marque douloureuse de l'apartheid. Mandela s'y oppose fermement et courageusement, au risque de se mettre à dos sa propre base politique. Il comprend, mieux que quiconque, le pouvoir émotionnel et fédérateur du sport de haut niveau. Il rencontre en secret le jeune capitaine de l'équipe, François Pienaar, un afrikaner pur jus, et lui explique avec passion qu'ils ont entre les mains une opportunité historique unique de bâtir l'unité spirituelle du pays sur un terrain de jeu. Le jour de la grande finale, le 24 juin 1995, au stade d'Ellis Park à Johannesburg, l'Afrique du Sud affronte les redoutables et favoris All Blacks de Nouvelle-Zélande. Le stade est une mer de 60 000 spectateurs, presque exclusivement blancs et afrikaners, agitant nerveusement les anciens drapeaux du régime et tendus par l'angoisse politique du changement. Soudain, quelques minutes avant le coup d'envoi officiel, Nelson Mandela pénètre sur la pelouse devant la foule. Il porte sur ses épaules le maillot vert et or des Springboks, frappé du numéro 6, le numéro exact du capitaine Pienaar, et arbore fièrement sur la tête la casquette officielle de l'équipe. Le choc psychologique et symbolique est d'une puissance inouïe. Dans les tribunes de béton, le silence de mort et de stupéfaction fait place en quelques secondes à une explosion d'émotions unique dans toute l'histoire du sport mondial. 60 000 spectateurs blancs se mettent spontanément à pleurer et à scander d'une seule voix puissante le nom du leader noir qu'ils diabolisaient la veille, Nelson, Nelson, Nelson. Après une prolongation héroïque et étouffante, l'Afrique du Sud remporte la victoire sur un drop magistral. Lorsque Mandela s'avance sur la pelouse pour remettre le trophée en or à François Pienaar, il lui dit avec émotion « Merci pour ce que vous et votre équipe avez fait aujourd'hui pour notre pays. » Pienaar le regarde dans les yeux et lui répond par cette phrase historique qui résume tout le miracle de la transition. « Non, Monsieur le Président, merci à vous pour ce que vous venez de faire pour notre pays. » En un instant symbolique, les barrières psychologiques de la peur s'effondrent à travers tout le territoire. Dans les rues de toutes les villes, pour la première fois de l'histoire, noirs et blancs fraternisent, s'embrassent, pleurent de joie et célèbrent ensemble la victoire d'une seule et même nation unie. Le concept abstrait de la nation arc-en-ciel venait de trouver son illustration la plus concrète et sa consécration populaire.
Pour ancrer durablement cette réconciliation nationale dans la vérité historique et éviter le piège mortel de l'amnésie collective ou du déni, son gouvernement crée la Commission de la vérité et de la réconciliation, dont il confie la présidence spirituelle à son ami, l'archevêque et prix Nobel de la paix Desmond Tutu. Le principe juridique de cette commission est totalement révolutionnaire et unique dans l'histoire des transitions démocratiques. Plutôt que d'organiser des procès de type Nuremberg qui auraient inévitablement poussé les généraux de l'armée et de la police blanche à la révolte armée et au sabotage, la commission propose l'amnistie juridique complète des crimes politiques commis sous le régime de l'apartheid, mais à une condition absolue et non négociable: que les coupables viennent avouer publiquement, intégralement et de manière détaillée la vérité nue sur leurs actes de torture et d'assassinat devant les familles des victimes et devant les caméras de la télévision nationale qui diffuse les audiences en direct chaque jour. Pendant des mois entiers, la nation sud-africaine retient son souffle et écoute, horrifiée, les récits terrifiants des tortionnaires d'État, les détails des corps brûlés sur des bûchers clandestins, et regarde les larmes des mères noires à qui on a caché, pendant des décennies, la sépulture de leurs enfants disparus. Ce processus cathartique douloureux, parfois imparfait et contesté par les esprits juridiques rigides, permet néanmoins d'exposer la vérité brute au grand jour, d'empêcher définitivement que l'histoire officielle ne soit réécrite par les bourreaux, offrant ainsi une base de guérison spirituelle et psychologique indispensable à une société profondément traumatisée par la violence d'État. En 1999, après un seul et unique mandat présidentiel de 5 ans, Nelson Mandela accomplit son dernier grand geste de rupture historique avec les mœurs politiques traditionnelles du continent africain. Il refuse catégoriquement de se représenter et quitte volontairement et sereinement le pouvoir d'État. Alors qu'il se trouve au sommet absolu de sa popularité mondiale et de sa légitimité historique, et qu'il aurait pu sans aucun obstacle rester président à vie par acclamation populaire, il décide de passer la main de la démocratie à son successeur désigné, Thabo Mbeki. Par ce retrait volontaire, il démontre de manière magistrale à toute l'Afrique et au monde entier que les institutions républicaines d'une démocratie moderne doivent toujours être infiniment plus fortes et durables que les hommes exceptionnels qui les dirigent temporairement. Il se retire alors, loin des caméras, dans son cher village natal de Kounou, au milieu des collines de son enfance, mais sa retraite reste profondément active et engagée. Il crée sa fondation humanitaire, s'engage avec toutes ses forces et son crédit moral restant dans la lutte contre le fléau dévastateur du V.H/SIDA qui ravage la jeunesse africaine dans l'indifférence politique, brisant un tabou social et culturel immense en annonçant lui-même publiquement à la presse la mort de son propre fils, unique survivant, Magato, des suites de cette terrible maladie. Dans les dernières années de sa vie, il trouve enfin une paix affective, tardive et précieuse dans les bras de Graça Machel, la veuve de l'ancien président mozambicain Samora Machel, une militante des droits humains qui partagera ses derniers pas avec la dignité des grandes dames de l'histoire africaine. Nelson Mandela s'est éteint paisiblement à sa résidence de Johannesburg le 5 décembre 2013, à l'âge vénérable de 95 ans. Sa disparition physique a provoqué instantanément une vague d'émotions planétaires d'une ampleur sans aucun précédent dans l'histoire moderne, réunissant pour ses obsèques officielles à Kounou des dizaines de chefs d'État, de monarques, d'artistes et de militants de tous les horizons politiques, religieux et idéologiques de la Terre, venus s'incliner ensemble pour saluer le départ du dernier véritable géant moral du XXe siècle. Que nous laisse-t-il aujourd'hui, en héritage universel, ce long chemin vers la liberté qui s'est achevé dans le silence et la paix des collines verdoyantes du Transkei? Il nous laisse d'abord et avant tout une leçon philosophique absolue sur la nature profonde du courage humain. Le courage, nous a démontré magistralement Mandela tout au long de sa vie de sacrifice, n'est jamais l'absence de peur ou de doute, mais bien la capacité politique et morale de la dompter, de la transcender et de ne jamais la laisser guider nos actes publics ou nos choix de société. Il nous laisse également une démonstration historique éclatante
de la puissance supérieure de la volonté humaine face aux structures oppressives de l'injustice. Rien n'est écrit d'avance dans l'histoire des nations. Aucun système de tyrannie ou de discrimination n'est éternel lorsque des hommes et des femmes décident simplement de rester debout, inflexibles et solidaires dans leur quête collective de dignité et de justice. Nelson Mandela n'était pas un saint désincarné ou un ange tombé du ciel, et il a toujours refusé, avec une saine colère, qu'on en fasse une icône commerciale figée, une statue de marbre inoffensive ou un demi-dieu de légende. C'était un homme de chair et de sang, un homme politique, pragmatique et parfois machiavélique, avec ses doutes profonds, ses colères intérieures terribles qu'il devait constamment s'imposer, de maîtriser en public, ses erreurs d'appréciation économique et ses blessures familiales inguérissables, lui qui a dû sacrifier sa vie de père, d'époux et de compagnon sur l'autel exigeant et dévorant de la libération politique de son peuple. Et c'est précisément cette humanité brute, avec ses failles évidentes, ses souffrances cachées et ses combats intimes contre lui-même, qui rend son parcours si accessible, si inspirant et si profondément immense pour chacun d'entre nous. Il était un homme ordinaire, qui, placé par l'histoire face à la monstruosité d'un système criminel, a simplement choisi de faire des choix extraordinaires de fidélité et de générosité. Aujourd'hui, alors que le XXIe siècle avance au milieu des incertitudes, que nos sociétés modernes traversent de nouvelles tempêtes identitaires et que les tentations délétères du repli sur soi, du racisme systémique, du communautarisme agressif et de l'exclusion de l'autre renaissent partout sous de nouveaux visages politiques séduisants. Le regard fatigué mais lumineux de Madiba continue de nous fixer intensément à travers les fenêtres ouvertes de l'histoire. Sa vie monumentale nous rappelle avec force que la liberté et la démocratie ne sont jamais des acquis définitifs gravés dans la pierre, mais bien un combat spirituel et civique permanent, qui doit se réinventer avec courage à chaque nouvelle génération de citoyens. Elle nous pose désormais, à chacun d'entre nous, au fond de nos consciences, une question universelle, brûlante, inconfortable et plus que jamais nécessaire. Saurons-nous, face aux injustices flagrantes de notre propre époque, face aux crises migratoires, aux inégalités criantes et aux murs de préjugés que nous construisons chaque jour dans nos esprits, trouver en nous-mêmes la force d'âme, la générosité politique et l'immense courage moral de faire le premier pas vers l'autre, pour continuer à marcher ensemble sur le long et difficile chemin de la liberté humaine.